Bonjour, bienvenue pour cette deuxième vidéo sur les plus courts chemins. Dans cette vidéo, on va regarder et étudier l'algorithme de Bellman-Ford. Alors, cet algorithme est un algorithme qui calcule les distances d'un plus court chemin depuis une origine. Donc on a un graphe G orienté, valué, avec une fonction W qui associe à chaque arc une certaine valeur dans grand R, et on a aussi une origine, c'est un sommet petit s. Bien. L'algorithme il se décompose en trois phases. La première phase est une phase d'initialisation. On va initialiser pi de u à nil pour tous les sommets, c'est ce qui va correspondre in fine à l'arborescence des plus courts chemins, et d de u qui va être en fait un majorant de delta de SU, donc la distance d'un plus court chemin entre S et U. D de U va être initialisé à 0 si U vaut S, donc on va initialiser D de S à 0, et pour tous les autres sommets, on va initialiser cette quantité à plus l'infini. Ensuite, la phase de calcul se compose de la manière suivante. On va faire S moins une fois cette boucle-là. Et cette boucle-là, elle consiste, pour chaque arc UV de grand A, si D de V est strictement plus grand que DU plus W de UV, alors on met à jour D de V avec DU plus W de UV et on modifie pi de V en disant que le prédécesseur de V, c'est maintenant petit q. On va donc faire ça S moins une fois. Et ensuite, il y a une dernière étape de l'algorithme qui consiste à reparcourir chaque arc de notre graphe. Et si D de V est strictement plus grand que D de U plus W de UV, alors on arrête immédiatement et on renvoie bottom. On aura en fait ici détecté un circuit strictement négatif, accessible depuis petit s, et ça nous dit qu'en fait, calculer les PCC depuis S n'a pas trop de sens. Si on ne trouve aucun arc comme ça dans cette phase-là, on aura une preuve en fait qu'il n'y a pas de circuit strictement négatif accessible depuis petit s, et donc on renverra la table D qui contient les distances des plus courts chemins, ainsi que la table pi qui décrit l'arborescence des plus courts chemins. Quant à la complexité, bien écoutez, la phase d'initialisation est clairement en grand O de S, la phase de calcul est en grand O de S fois taille de A, et la phase de test à la fin est en grand O de A. Et donc on a bien à la fin que la complexité est en grand O de S fois A, c'est-à-dire un algorithme polynomial. Alors, la première propriété importante, c'est cet invariant-là. En fait, on va montrer qu'à tout moment de l'algorithme, D de U est un majorant de delta de SU. Alors, c'est clairement vrai à l'initialisation, puisque en fait, on initialise D de S, le sommet origine, avec 0. Or, delta de S à S est soit 0 lorsqu'il n'y a pas de cycle strictement négatif, soit moins l'infini lorsque S apparaît sur un cycle strictement négatif. Et donc, dans les deux cas, 0 est bien majorant. Quant aux autres sommets, U, eh bien, on initialise D de U avec plus l'infini, et donc ça, c'est clairement un majorant de delta de SU dans tous les cas. Et maintenant, il faut vérifier que la mise à jour de D, c'est-à-dire cette instruction-là ici, cette mise à jour conserve l'invariant. Et alors, on peut le voir, puisque donc, lorsqu'on regarde cette mise à jour-là, eh bien, ce que l'on sait, c'est que DU, grâce à l'invariant, on sait que D de U, jusqu'à ce moment-là, était bien un majorant de delta de SU. Du coup, DU plus W de UV est un majorant de delta de SU plus W de UV, qui est lui-même un majorant de delta de SV, grâce à la proposition 1 qu'on avait montrée précédemment sur les plus courts chemins. Et on a donc bien montré que D de V est un majorant de delta de SV. On a donc maintenant une autre propriété qui énonce que lorsque G est un graphe sans circuit strictement négatif accessible depuis S, alors à la fin de l'algorithme, on a D de U égale delta de SU. On a donc D de U est un majorant jusqu'à la fin où finalement il coïncide exactement avec la valeur de delta de SU. On distingue deux cas. Soit U est inaccessible depuis le sommet S, auquel cas delta de SU est égal à l'infini par définition. Or, nous savons que DU est un majorant de delta de SU. On en déduit que DU est égal à l'infini. C'est bien
ce qu'il fallait vérifier. Supposons désormais que U est accessible depuis petit s. Si U est accessible depuis petit s, et comme G est sans circuit strictement négatif, nous savons qu'il existe un plus court chemin ρ de S à U. Dès lors, ce chemin, nous savons qu'il a par exemple cette forme-là, il va partir de petit s, disons x0, jusqu'à un kème sommet, xk, qui va être le sommet petit u. Donc on a un chemin comme ça de longueur k. Ce que nous savons, c'est au passage, c'est que k est bien inférieur à n-1, puisque c'est toujours un chemin élémentaire, il n'y a aucun intérêt de faire un certain circuit s'il n'y a pas de circuit strictement négatif. Et en fait, on peut facilement montrer qu'après l'itération petit i, c'est-à-dire après cette itération-là, pour un certain valeur petit i, eh bien on sait que on a trouvé la bonne valeur de d de xi, c'est-à-dire que d de xi est égal à delta de xi, de sxi. Alors pourquoi est-ce que c'est vrai? Écoutez, après avoir examiné une fois cette transition-là, on aura bien la bonne valeur pour d de x1 qui sera égal à delta de sx1, et puis à la deuxième itération, on aura la même chose, on saura qu'on aura déjà examiné cette transition-là, puis ensuite celle-là, et donc on pourra en déduire la valeur de x2, etc., etc. Et comme la longueur du chemin est inférieure à n-1, eh bien ces n-1 itérations pour chaque arc nous garantit qu'à la fin de l'algorithme, eh bien on a bien la propriété attendue. Notez bien que on sait que au plus tard, à l'itération i, on a cette propriété-là. Il se peut qu'on les ait bien plus rapidement. On a enfin une autre propriété qui est légèrement différente et qui dit qu'à la fin de l'algorithme, pour tout sommet U de notre ensemble grand S, eh bien d de U est égal à plus l'infini et est resté finalement à plus l'infini si et seulement si U est inaccessible depuis petit s. Alors, si U est inaccessible, on a clairement que delta de SU est égal à l'infini, et comme du majeur delta de SU, on a bien du est égal à plus l'infini, on l'a déjà vu à la question précédente. Maintenant, si U est accessible, et cette fois-ci, vous voyez, je ne fais pas d'hypothèse sur la présence de circuits strictement négatifs. Alors si U est accessible, on sait qu'il existe des chemins élémentaires qui vont relier S à petit u, et que ces chemins-là, élémentaires, vont être de longueur au plus n-1. Et en fait, par le jeu des itérations ici pour i égale 1 à s-1 et ensuite pour chaque arc, en fait, on est sûr d'avoir mis à jour finalement d de u d'une certaine manière en tenant compte de ce chemin-là. Et en fait, si vous prenez les poids de ce chemin, pour les mêmes raisons qu'on a vues à la propriété précédente, on est sûr qu'à la fin, d de u sera bien inférieur ou égal à w1 plus w2, etc., plus wk. Et donc que d de u sera différent de plus l'infini. Bien sûr, la propriété précédente nous disait un peu plus lorsqu'il n'y avait pas de circuit strictement négatif, puisqu'on sait même que dans ce cas-là, d de u est égal à la distance du plus court chemin entre delta de et SU. Entre S et U, pardon. Mais là, ce que ça nous dit, c'est que même s'il y a des circuits strictement négatifs, ça ne calcule pas évidemment les plus courts chemins, puisqu'il n'y en a pas, mais ça nous donne en fait une valeur qui n'est pas l'infini pour d de u, lorsque U est accessible. Et maintenant, on peut conclure. Conclure par le théorème de correction, qui énonce la correction de l'algorithme de Bellman-Ford. Et ça dit la chose suivante: si G ne contient pas de circuit strictement négatif atteignable depuis petit s, alors l'algorithme retourne vrai, et puis la table D, telle que D de V égale delta de SV pour tout V, donc avec les bonnes distances des plus courts chemins, et aussi avec une arborescence des plus courts chemins. Et sinon, c'est-à-dire si G contient un circuit strictement négatif atteignable depuis petit s, alors l'algorithme retourne tout simplement bottom. Alors, on va montrer le premier cas. Supposons qu'il n'y ait pas de circuit strictement négatif atteignable depuis petit s. Alors, ce que nous dit l'avant-dernière propriété, c'est que après la boucle for, ici, eh bien, on a la propriété que d de u est égal à delta de SU. C'est l'avant-dernière propriété qu'on avait vue. Et dans ce cas-là,
nous savons, grâce à la première propriété sur les plus courts chemins, qu'à chaque fois que nous avons un arc UV qui appartient à grand A, nous savons que delta de SV est inférieur ou égal à delta de SU plus W de UV. Et ça assure, cette propriété-là et cette égalité-là, ça nous assure qu'ici, aucun test fait dans cette phase finale de l'algorithme ne pourra renvoyer bottom. On sait tous, on est sûr que tous les tests seront négatifs. Et donc finalement, nous renverrons vrai ainsi que la table D qui sera correcte, ainsi que la table Pi. Et maintenant, supposons qu'il existe un circuit ρ strictement négatif accessible depuis petit s. On va se donner ce circuit accessible depuis petit s, composé de K sommés. On sait donc que W de ρ est strictement négatif. Et maintenant, supposons que la dernière boucle ne fait pas son travail, c'est-à-dire que la dernière boucle ne renvoie pas bottom. Et ça, on veut vérifier que c'est faux. Si elle ne renvoie pas bottom, cette boucle-là, ça signifie que pour toutes les arêtes, UV appartient à A, D de V sera estimé à inférieur ou égal à D de U plus W de UV. Et donc, c'est vrai en particulier des transitions, des arcs xi plus 1. Et donc, on a d de xi plus 1 qui est inférieur ou égal à d de xi plus w de xi plus 1. C'est la raison pour laquelle l'algorithme n'aurait pas marché. Si je fais maintenant la somme pour i égale 1 à k de ce terme-là et de ce terme-là, j'obtiens cette inégalité ici. Et là, maintenant, ce que je peux noter, c'est que cette somme-là est bien un réel. D'accord? Pourquoi? Parce que comme ce cycle-là, le cycle des xi est un cycle accessible, on sait par la propriété précédente qu'il a une certaine valeur, que les dx, dxi ici appartiennent à grand R. Et en fait, ces deux sommes-là représentent exactement la même quantité, puisque xi plus 1, que xk plus 1 et x1 sont identiques. Et donc ça et ça coïncident exactement, et on en déduit immédiatement que 0 est inférieur ou égal au dernier terme ici de l'inégalité. Et ça, par hypothèse ici de construction, on sait que c'est inférieur à 0. On obtient bien une inégalité qui est impossible et une contradiction. Il n'est donc pas possible que si un cycle ρ strictement négatif existe et qu'il est accessible depuis petit s, il n'est pas possible que la dernière boucle ne détecte rien. Et donc l'algorithme va se comporter correctement et cela clôt la correction de l'algorithme de Bellman-Ford.